Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. De leur vivant, les rois lancent un grand nombre d'expéditions militaires et commerciales vers la Libye, le Levant, le Sinaï et le pays de Pont. Mais les inscriptions des tombes ne donnent évidemment pas de détails sur les raisons de ces entreprises. On assiste à un rapprochement entre la royauté et les familles de hauts dignitaires, notamment par le biais du mariage. Certaines femmes de l'élite portent des noms composés avec l'élément nepti qui signifie les deux maîtresses. Ce terme renvoie aux deux déesses tutélaires de la monarchie, Nekhbet et Wadjet, et était jusqu'ici réservé aux dames de la famille royale. Cette ouverture, qui a lieu vers le milieu du IIIe millénaire, trahit tout simplement un assouplissement de l'autorité royale qui multiplie les contacts entre la famille royale et les notables de province et qui n'hésite plus à intégrer des personnalités de rang, on va dire, secondaire au sein de l'administration. Les nécropoles royales d'Abydos et de Saqqara témoignent de la mise en place d'une cour dès la fin du IVe millénaire. En effet, la tombe royale est entourée de celle de ses courtisans. Le nombre des tombeaux des dignitaires qui accompagnent le roi ne fait en fait qu'augmenter avec le temps. Si la tombe du roi Aa, qui règne à la fin du XXVIIe siècle avant notre ère, est entourée de 47 tombes, celle de son descendant, Den, est entourée de 231 tombes. Sous le règne de Djéser, les hauts dignitaires de la cour imitent le mode d'inhumation du pharaon en se faisant enterrer sous les mastabas de grande dimension, érigés dans les nécropoles de la région memphite. Cette organisation des sépultures montre tout simplement que cette cour royale se retrouve dans l'autre monde. On a souvent écrit d'ailleurs qu'il était d'usage d'exécuter les courtisans pour qu'ils accompagnent leur maître dans l'au-delà. En réalité, les traces de sacrifices rituels sont rares et leur interprétation reste fortement discutée. Ce qui est certain, c'est que la tombe du roi est placée au centre d'une sorte de microcosme social, incluant les collaborateurs et les membres de la famille royale. Cette organisation de la nécropole, axée sur la personne du pharaon, peut expliquer l'absence de mention des noms et des fonctions des défunts. Leur identité importe peu, seul compte le service du roi. La nécropole souligne le statut social également des défunts. En effet, seuls les plus puissants dignitaires et les membres de la famille royale ont le droit de reposer au plus près de la tombe du pharaon à Abydos ou à Saqqara. Les administrateurs et les artisans spécialisés, rattachés au palais, sont enterrés dans des nécropoles secondaires. Quant aux nobles de province, ils se font inhumer en moyenne Égypte dans des tombes de petite dimension, sans inscription ni décor. La diffusion du mastaba comme demeure funéraire montre que la monarchie influence fortement la manière de penser et de paraître des élites. Les femmes y occupent une position éminente puisqu'elles disposent de leur propre monument funéraire. À partir de la 4e dynastie, les dignitaires de haut rang commencent à mentionner leurs titres sur les parois de leur tombe. Quand je dis les dignitaires de haut rang, bien sûr, comme dans le film, pas haut rang, vous avez compris. Des départements administratifs sont alors cités pour la première fois. Ces inscriptions permettent de mieux connaître le fonctionnement interne du sommet de la pyramide de l'État. On rencontre ainsi au sein du palais les responsables du grenier et du trésor, qui sont chargés de l'approvisionnement et du stockage des ressources alimentaires au sein des greniers du palais, ou ceux chargés des services des travaux du roi, c'est-à-dire les architectes en chef. On assiste alors à l'apparition et puis à la disparition de titres uniques et qui ne connaîtront pas d'équivalent par la suite. Cette évolution, dans les appellations de fonctions, témoigne d'une sorte de standardisation progressive des fonctions administratives et palatines. Les titres de fils et de filles de rois deviennent même de plus en plus fréquents. Dans le même temps, on constate la disparition des grandes tombes provinciales. Et comment ça s'explique ? Eh bien, tout simplement par le fait que les grands dignitaires de la cour choisissent de rejoindre la capitale et d'être inhumés sur place. Si vous voulez, toute proportion gardée, on assiste à la même chose à la cour de Versailles. À l'époque, beaucoup de nobles avant Versailles, vivaient entre eux dans les pays de France. Et puis petit à petit, pour être là où tout se passe, évidemment, ils allaient à Versailles, ils allaient même se ruiner à Versailles, mais ils se rapprochaient du roi. Plus on est près du roi, plus on est proche du roi, plus forcément on a d'importance. À Memphis, la vie des dignitaires est régie là selon
une étiquette précise, comme ce sera le cas à Versailles d'ailleurs, qui met la personne royale au centre de tout. Toutefois, contrairement aux époques plus anciennes, là pour le coup, les hauts dignitaires peuvent inscrire dans leur tombe leurs titres et les fonctions qu'ils occupaient de leur vivant. Ces textes autobiographiques, si j'ose dire, vantent les qualités qui ont permis aux défunts d'accéder aux fonctions les plus éminentes de l'administration royale. Mais faut pas s'y tromper, il s'agit encore une fois de documents officiels, standardisés, presque stéréotypés, qui ne donnent aucune information sur la personnalité ou la vie du défunt. La tombe fait aussi partie du contexte normalisé d'une vie de cour. Les décors des tombes ne sont pas réalistes. Ils ne représentent en aucun cas ce qui a été la vie quotidienne des défunts. Ils montrent l'image idéale de l'organisation du palais où tout est réglé comme du papier à musique. Le roi est le chef d'orchestre, les courtisans sont les musiciens et chacun joue de son instrument en suivant les indications du chef d'orchestre. La tombe est conçue comme une véritable vitrine du règne, une sorte de propagande si vous voulez. En revanche, les inscriptions des tombes nous renseignent sur la composition quand même de la cour. Elle réunit les membres de la famille royale, les fils du roi, qui sont, alors encore une fois, fils, vous l'avez compris, ça ne veut pas dire biologique, qui sont les personnalités les plus éminentes finalement de la cour, et les amis uniques du roi, qui ne sont pas assez bons pour être les fils, titre accordé, si vous voulez, aux dignitaires qui sont entrés enfants d'ailleurs au palais ou dans l'administration. Leur emploi du temps est rythmé par les cérémonies, les déplacements du roi sur les différents chantiers entrepris par la couronne. La cérémonie qu'ils attendent tous avec impatience, c'est celle durant laquelle le souverain distribue les récompenses et les éloges à ceux qui se sont montrés les plus efficaces et les plus dévoués. Ils obtiennent des postes importants, des dons de terre et le droit d'accompagner le roi et les fils du roi sous un dais, honneur suprême réservé aux notables les plus méritants. Ces marques de distinction seront dignes de figurer dans la biographie du courtisan.